Hello Annie, ma grande et souriante Annie, je suis trop contente de te recevoir sur le podcast. Bienvenue parmi nous. Hello! Ton enthousiasme est contagieux. Je suis très, très contente aussi d'être avec toi, même si, bon, on a eu quelques soucis au niveau de l'heure, là, mais on est ensemble, donc tout va bien. C'est ça, d'être placée à l'autre bout du monde. Donc, juste pour info, Annie est au Québec. Je pense que tes auditeurs vont bien entendre que je suis au Québec. À peine. Et moi, mon accent espagnol ne s'entend pas trop, donc ça va. On devine pas au premier coup comme ça. Je suis trop contente de te recevoir. Ça fait un moment qu'on papote toutes les deux. Ça faisait un moment qu'on voulait faire quelque chose. Et là, on s'est dit, fin d'année, les cerveaux de tout le monde en mode « Ah, ça va exploser. Je crois que c'est le moment de se parler. C'est le moment de faire quelque chose. » Est-ce que du coup, tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites, s'il te plaît? Eh oui, alors moi, c'est Annie et on va mettre les cartes sur la table tout de suite. Moi, je suis une workaholic. Je ne sais pas si vous dites ça dans votre coin de pays, en rémission. J'essaie de me soigner. C'est pas toujours facile. Maman de 2 belles grandes filles de 10 et 12 ans, puis aussi une grande passionnée de slow living, de bonheur en toute simplicité. Et professionnellement, j'ai un parcours assez diversifié. Donc, je sais que, les termes et tout ça, c'est pas toujours exactement la même chose dans nos pays respectifs, mais je suis dans le domaine de la relation d'aide depuis près de 20 ans. J'ai travaillé à différents niveaux avec différentes clientèles. J'ai aussi enseigné au cégep, donc l'équivalent des cégeps par chez vous, je crois que c'est le bac. Ouais, voilà. Donc, moi, c'était un bac comme technique. J'enseignais pour former des éducatrices à l'enfance, donc l'équivalent des crèches par chez vous. Ouais, et voilà, à travers tout ce cheminement-là, je me suis cherchée, j'ai vécu toutes sortes de choses et aujourd'hui, je suis thérapeute certifiée, consultante et conférencière spécialisée en prévention de l'épuisement. Voilà. Gros sujet. Par ici, on se dit que c'est la période avec la fin de l'année et cette espèce de, à la fois tout engouement et effervescence autour des fêtes de fin d'année, mais aussi toute la partie très pression qui sont liées à c'est la fin de l'année, il faut que je fasse un bilan, il faut que je prenne des nouvelles résolutions. Et sur les réseaux, à tout va, est-ce que vous avez commencé à préparer 2023 et machin? Et moi, je suis en mode, alors hier, c'était le mois d'août, j'étais à Ibiza. Alors, préparer 2023, je ne sais pas de quoi tu me parles. Moi, je suis restée bloquée en 2017 déjà, donc on a un petit problème de timing, mais c'est OK. Et du coup, c'est vrai que ça faisait vachement sens de parler de ça ensemble, mais moi, j'avais envie de savoir un petit peu plus sur toi déjà. Comment t'en es arrivé là, parmi tout ton parcours qui a été super diversifié, comment t'en es arrivé finalement à accompagner les femmes sur le sujet de l'épuisement plus particulièrement? C'est quoi ton histoire, toi, avec l'épuisement tel quel? Écoute, moi, je suis une enfant qui a toujours été très, très impliquée, très engagée, avec un désir d'aider les autres. Et donc, ça m'a amenée à travailler en relation d'aide, évidemment, mais j'ai toujours eu un peu une personnalité qui avait tendance à tomber dans le sacrifice, à faire passer les autres en premier, avoir de la difficulté à mettre des limites, celle qui dit toujours oui, qui est toujours là pour les autres, qui a de la difficulté à s'écouter. Et ça m'a amenée à porter différents chapeaux. Donc, j'ai commencé mon premier emploi, là, alors que je n'avais pas fini mes études encore. Je travaillais avec des enfants en besoins particuliers, avec de l'autisme, avec de la déficience intellectuelle. Donc, vraiment, ça venait s'inscrire, là, juste pour te dire, mon surnom depuis l'âge primaire, donc depuis l'âge de 5-6 ans, c'est Mère Teresa. Donc, c'est pour ça que j'en parle souvent. On m'appelait déjà comme ça quand j'étais petite. Alors, c'est comme venu teinter un peu mon parcours, mon cheminement. Et, veut pas, à force de toujours se mettre en dernier, à force de taire nos besoins, je pense que c'est un peu inévitable, un jour ou l'autre, de tomber en épuisement. Ça m'a amené à devoir absolument me redéfinir parce que ça ne pouvait pas continuer à long terme. Les enfants sont arrivés dans ma vie et additionne les enfants avec tous les chapeaux que je portais parce que je suis une personne très, très impliquée. Il y avait le travail, il y avait toutes mes passions, mes intérêts, mes implications sociales, le bénévolat. J'étais partout. Et là, on additionne les enfants. Et là, il commençait à avoir vraiment un déséquilibre. Il y a quelque chose qui ne fonctionnait plus du tout et un profond désalignement aussi
de l'emploi dans lequel j'étais à ce moment-là qui ne faisait pas de sens, qui m'amenait à être comme coincée un peu dans une boîte qui était trop rigide pour moi. Et là, ben, fait 1 + 1 = 2. À un moment donné, ben, je veux dire, je pouvais juste plus. Je pouvais juste plus. Je ne pouvais pas sortir du lit, je ne pouvais pas aller travailler. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Donc, c'est ce qui m'a amené à m'intéresser au sujet, tu comprendras. Et ça m'a pris quelques années de me remettre sur pied. Et après ça, je me suis dit, écoute, qu'est-ce qui ferait plus de sens pour moi? Puis effectivement, ça a été de dire, ben, je vais aider les femmes. En fait, je vais permettre au plus de femmes possible de ne pas attendre aussi longtemps que moi, puis de ne pas se rendre aussi creux que moi avant de se choisir et de se mettre en priorité. Voilà. Ça, c'est arrivé facilement dans ton cheminement. Je veux dire par là, c'est quelque chose, quand ça t'est arrivé, quand t'es toi tombé en épuisement et qu'un matin, tu n'as pu plus te lever, tu n'étais plus maître de ton corps. Pour l'avoir vécu aussi, ça a été vraiment ça. J'ai eu l'impression que je ne dirigeais plus mon corps, qu'il se mettait à pleurer, il ne pouvait plus bouger, il était là, il tétanisait, et je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et c'était hyper effrayant, ce truc de, putain, mais je ne peux pas m'arrêter, qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, moi, je me rappelle avoir pensé, avoir été hyper dure avec moi-même. Est-ce que toi aussi, tu es passé par cette case où tu t'es dit, je ne suis pas la seule à vivre ça et je veux me remettre sur pied pour aider les autres à plus vivre ça, justement? Ben ça ne s'est pas fait naturellement comme ça. En fait, ce qu'il faut savoir, puis probablement que c'est la même chose pour toi aussi, mais quand on se rend à ce point où on n'arrive même pas à sortir du lit, c'est qu'on a tardé vraiment beaucoup à prendre action pour prendre soin de nous. J'ai nié mon état pendant près de 2 ans, à faire semblant de bien aller, à faire semblant de sourire. Je me rappelle, là, c'est une anecdote que je raconte souvent, mais je me rappelle une étudiante me dit « Ah, Annie, toi, tout a l'air toujours tellement facile, tu es tellement souriante et tout. » Et dans ma tête, de faire « C'est exactement le contraire de ce que je ressens vraiment au fond de moi. » Donc, d'arriver à projeter complètement l'opposé de ce que je vivais, ça m'a frappée. Et c'est très épuisant de faire semblant. Donc, ça a pris du temps juste accepter qu'en tant que personne aidante, je pouvais moi-même avoir besoin d'être aidée, de sentir que je remettais un peu ma force en question. Tu sais, j'avais l'impression que le monde entier reposait sur mes épaules, donc de m'autoriser à relâcher, à vraiment tomber, en fait. C'était un peu laisser tomber tout le monde. C'est un peu comme ça que je le voyais, donc je continuais en me disant « Mais non, ça va aller, ça va aller. » Et j'étais dans le déni complètement, puis jusqu'à ce que mon corps, lui, prenne la décision à ma place. Ouais, c'est ça. Mais parce que tu as vraiment aussi, c'est vrai que le fait qu'autour de toi, on te dise, ah, mais toi, tu es toujours souriante, et tu es toujours de bonne humeur, et tu fais toujours 1000 trucs, et tu es un soleil, et tu es nanani, nanana, ça te colle aussi un peu à la peau. Et du coup, cette part un peu plus d'ombre, cette part de vulnérabilité et de, ben là, ça va pas, mais en fait, je sais pas qui appeler, ou je sais pas qui j'ose appeler pour montrer cette partie-là, parce qu'à moi-même, elle me fait peur et elle m'effraie, donc j'essaye de faire l'autruche et de faire comme si elle n'existait pas, mais elle revient 2 fois plus, la gueuse, donc genre, c'est très compliqué. Et ouais, donc t'es partagé un peu. Il y a quand même aussi cette grosse pression du regard des autres de comme toi, t'es toujours de bonne humeur, comme toi, t'es forte, ça va aller, ça va aller. Oui, c'est vraiment ça. Puis c'est aussi, comme je te disais, tu sais, d'avoir l'impression que ben, si on prend soin de nous, finalement, on a l'impression d'être indispensable. Donc, toutes ces personnes-là qui vont tomber parce que je ne serai plus là pour les supporter. Donc, il y a eu cette acceptation-là. Puis, tu me demandais, est-ce que tout de suite, tu t'es dit, je vais me relever pour aider? Non. C'était pas le plan au départ. J'ai pris soin de moi. Ça a pris un certain temps. C'est quand j'ai eu à revenir au travail dans mon emploi actuel et que tous mes symptômes sont revenus. C'est là que j'ai commencé à me questionner, de dire, bon, ce milieu ne me convient plus, qu'est-ce que je peux faire d'autre, où est-ce que je peux m'en aller? Et il faut savoir que lorsque j'ai fait mes études en intervention, en relation d'aide, c'était clair dans ma tête que je n'allais jamais accompagner des adultes. J'ai toujours travaillé avec les moins de 18 ans, avec les enfants à besoins particuliers, en crèche et tout ça. Donc, ce n'était pas naturel de dire « Ah oui, je vais créer des accompagnements, je vais aider les femmes ». Ça s'est construit graduellement. Il y avait une raison particulière à ça, le fait que tu aides que les enfants et pas les adultes? Je pense sincèrement que ça vient de très creux, ça vient de l'enfance, mais c'est aussi parce que ça m'apparaissait comme plus facile de communiquer, d'entrer en relation avec des enfants. Et j'ai eu un cheminement à faire justement pour… Parce que, tu sais, quand je parlais que j'étais workaholic, mais il y a beaucoup de perfectionnisme aussi et tout ça. Donc, le
la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas satisfaire aux exigences aussi des adultes. C'est ce qui m'a amené à dire, ah, avec les enfants, c'est tellement spontané, c'est tellement simple, c'est tellement... Donc, c'est une attirance naturelle que j'avais avec eux depuis quand même un jeune âge, hein, avec le gardiennage et tout ça. Donc, ça a été un peu ça. Puis finalement, de me rendre compte que tout ce que j'avais vécu avait un sens et que ce sens-là, c'était de pouvoir justement inspirer d'autres femmes et leur montrer que c'était possible de se choisir avant justement d'atteindre le fond du baril. Et c'est ce que je fais de façon plus intensive depuis 2019. Mais bon, j'ai commencé avec d'abord des outils de remise en forme. Donc, la première façon que j'ai eue, ça a été de prendre soin de moi physiquement et tout ça et d'aider d'autres femmes à le faire. Ça a été les premières étapes en 2015, 2016, 2017. Et éventuellement, j'ai vraiment assumé à fond l'intervention, la relation d'aide avec cette clientèle-là. Puis j'ai dit, bon, ben, je pars mon propre projet, je crée mes propres accompagnements avec cette cible bien précise qui était de prévenir le plus possible l'épuisement, particulièrement chez les femmes. Ouais, mais je pense que tu as raison, c'est tout un cheminement quand on commence. Ça nous sert autant à elle qu'à nous, mais c'est vrai que c'est un cheminement pour arriver à vraiment ce que tu penses arriver. Enfin, moi, je sais que typiquement, j'ai commencé avec le coaching et là, de plus en plus, je sais que le coaching, c'est indispensable et que c'est quelque chose d'essentiel pour aider, mais je trouve que je réalise en tout cas via mon expérience et via toutes les discussions que je peux avoir qu'il y a une énorme partie inconsciente qu'on sous-cote complètement. Et du coup, moi, j'ai commencé depuis peu une formation pour devenir praticienne en hypnose et PNL parce que je trouve que finalement, en fait, c'est hyper complémentaire et l'un va pas sans l'autre. Donc, tu vois, tu commences à un point A, mais on bifurque parce qu'on grandit aussi, parce qu'on évolue et parce que ça fait plus sens pour nous. Mais, oui, on apprend à se connaître, on expérimente aussi. Puis finalement, je pense que c'est important de définir sa pratique comme ça fait du sens pour nous. Donc, et pour ça, il faut l'expérimenter puis voir, OK, ça, j'aime moins ça j'aime plus ça. Parce que spontanément, on va aller souvent vers ce qui nous apparaît plus facile, mais ce n'est pas forcément ce dans quoi on est le meilleur ou ce dans quoi on peut vraiment amener les plus grandes transformations. Donc, je pense que j'avais des peurs que j'ai pu vaincre graduellement en expérimentant puis en voyant que finalement, j'arrivais à faire du bien autour de moi, même avec des adultes. Donc, de me dire, OK, je suis capable d'être à la hauteur. Puis évidemment, en gagnant confiance en moi dans le processus de guérison et tout ça, ça m'a permis aussi de me dire, bon, je vais donner le meilleur de ce que je peux donner, puis ce sera suffisant. Ouais. Voilà. on l'intériorise là, on l'entend, on le reçoit. Et du coup, donc dans ce cheminement, tu en es arrivé à finalement accompagner les femmes. Et alors aujourd'hui, celles qui viennent te voir, est-ce qu'il y a un espèce de dénominateur commun, ou en tout cas, est-ce qu'il y a des déclencheurs, des symptômes que tu retrouves le plus souvent chez ces femmes-là et que tu as vécu toi-même par la même occasion? Oui, absolument. Donc, ce que je n'ai pas dit là au début, c'est qu'on me reconnaît particulièrement comme celle qui enseigne aux femmes à se foutre la paix. Donc, le dénominateur commun, c'est des femmes qui ont besoin de s'enlever de la pression, qui ont besoin d'être plus douces envers elles-mêmes, d'être moins exigeantes, de se sentir assez. Donc, pour ça, on a vraiment un point commun. J'aime bien dire qu'elles ont besoin de se calmer, la mère Teresa, donc c'est mon petit clin d'œil. Donc, être capable de se donner autant d'amour à elles-mêmes qu'elles en donnent à tout le monde autour d'elles. Les traits particuliers, beaucoup de sacrifices, des personnes qui sont dans le don de soi, difficulté à se prioriser, qui veulent être fortes, qui portent le poids du monde sur leur dos, difficulté à demander de l'aide, beaucoup d'exigences, hein? Beaucoup d'exigences, perfectionnisme, hyper-performance, autocritique, beaucoup de professionnels de la relation d'aide aussi. Donc, des aidantes qui ont la difficulté à s'aider elles-mêmes. Je suis en train de vous citer, je suis en train de dire, oh putain, ça coche, oh ça coche. Ah ouais, c'est toi finalement. Non, je suis clairement la cible. Et la culpabilité aussi, beaucoup. Donc, avoir de la difficulté à se défaire de ce sentiment de culpabilité à différents niveaux.
je me sens coupable de ne rien faire, je me sens coupable de juste décrocher, je me sens coupable de laisser aller certaines choses, je me sens coupable de dire non, je me sens coupable. Donc, la culpabilité est vraiment très présente. Puis après ça, ben, tu sais, oui, tout ça, ce que je viens de décrire, ce profil d'humain-là, et de femmes particulièrement, amène forcément, si on ne prend pas soin de soi, à de l'épuisement. À différents niveaux, évidemment, mais forcément, ce sont vraiment les traits de personnalité qui vont amener les femmes à s'épuiser. Donc, ça veut dire que si tu te reconnais dans cette définition-là, ton niveau de risque est plus élevé que la moyenne. Parce que ce sont vraiment tes traits de personnalité, ton identité qui t'amènent à te comporter d'une façon qui éventuellement peut te conduire à l'épuisement, donc à ne pas écouter tes besoins physiques. Moi, personnellement, là, j'étais tellement déconnectée de mon corps quand je travaillais ou quand j'étais présente pour les autres que je pouvais oublier de manger, oublier d'aller à la toilette, très peu dormir, donc vraiment déconnecter de mes besoins primaires. Puis veux pas, ben, on est une machine, hein? On a des besoins qui sont nécessaires pour fonctionner. Donc, si on ne répond pas à ces besoins de base-là, forcément, notre niveau d'énergie va être de moins en moins élevé, mais nous, on continue de fonctionner à pleine vapeur. Donc, à un moment donné, c'est juste plus possible. C'est comme essayer de faire fonctionner une voiture alors qu'il ne reste plus de batterie à l'intérieur. C'est sûr que ça va étouffer. Là. Tu ne vas pas pouvoir avancer avec ça. Fait que c'est sûr que ça amène tous les signes de l'épuisement à différents égards. Puis évidemment, des fois, c'est plus sournois. Tu sais, dans ton cas et dans le mien, ça a été drastique. Ça ne pouvait plus être ignoré. Mais ça commence de façon beaucoup plus sournoise. Franchement, je trouve que ça arrive poco à poco, mais comme tu l'as dit, on est des machines, on ignore. De toute façon, on n'a pas le temps. Parce que moi, c'était vraiment ça comme je le ressentais, tu vois. Combien de fois j'ai pu dire « Oh là là là, je sens que je tombe malade. Non, mais là, j'ai pas le temps d'être malade. » Comment ça, t'as pas le temps d'être malade? Tu choisis pas, tu décides pas. Mais pour qui tu te prends, toi? Tu vois, et cette incapacité, enfin, en tout cas, moi, dans mon cas et dans ma personnalité, et je sais que je travaille énormément dessus, mais c'est cette incapacité à lâcher prise, à vouloir être sur tous les fronts et à ne vouloir rien rater. Donc, c'est-à-dire que je ne veux faire aucune concession. Je veux être au top de ma forme dans le pro et être au taquet sur ma formation et être au taquet sur mon entreprise de consulting. Et à côté de ça, je suis au taquet parce qu'il faut faire les cadeaux de Noël et tu veux faire les meilleurs cadeaux et puis tu veux voir tous tes potes ici et puis tu pars en voyage, donc tu planifies tout ce qu'il y a là-bas. Et en fait, tu es sur tous les fronts, tu es à 1000 à l'heure. Et tu sens que tu es submergé et tu sens que ça arrive et que tu as de plus en plus de mal à dormir, que le matin, tu te lèves, tu es déjà éclaté au sol, t'en peux plus et tu as tout le monde qui te dit « Waouh, je sais pas comment tu fais, tu es une machine ». Et autant à l'époque, ouais, j'étais une machine, autant là, je suis en mode « Ah non, mais là, je fais, mais parce que je crois que je suis dans un automatisme, mais je sens que quand je vais arriver, me poser, je vais plus bouger parce que ça a plus marché. Je peux plus faire ça. J'ai plus envie de faire ça, en fait, surtout. J'ai vu ce que ça donne. J'ai ignoré les signaux une fois. Là, quand je sens que ça recommence, parce que, ouais, comme toi, workaholic en voie de rémission, mais c'est dur. Et le naturel reprend parfois le dessus. Et c'est pas évident de lâcher comme ça, quoi. C'est ce syndrome de parfaite petite fille. La raison pour laquelle c'est le plus dur, c'est qu'on a appris à se valoriser énormément dans cette attitude-là. Ouais. Donc, c'est difficile de laisser aller cette part d'identité-là parce qu'on a une certaine forme de perte de valorisation. La valorisation extérieure des gens qui nous disent justement « Wow, comment tu fais » et tout ça, veut pas, même si au final c'est toxique, ben, ça reste que ça nous valorise, on se sent utile, on a l'impression de pouvoir accomplir plein de choses. Donc, laisser aller ça, c'est pas évident, puis d'aller construire une valorisation qui est différente. Donc, de passer dans la qualité plutôt que d'être dans la quantité, parce que on va se dire les vraies choses. Ce n'est pas parce que tu accomplis plein d'actions dans une journée qu'elles sont réellement efficaces et qu'elles te permettent réellement d'avancer. Il y a une grosse différence entre la quantité de choses qu'on peut mettre sur une to-do list et vraiment les résultats que ça va nous permettre d'avoir par la suite. Et c'est là le danger, c'est quand on se valorise dans la quantité, de toujours être occupé, d'avoir plein de choses à faire, plein de projets, bien éventuellement, on finit par vivre une certaine forme d'insatisfaction parce qu'on a l'impression que rien n'avance finalement, que jamais la liste diminue. Il y en a toujours. Jamais diminue et surtout, tu es sur tous les fronts, mais en même temps, il n'y en a aucun qui roule. Donc,
d'être juste à côté de la plaque dans tout et c'est hyper frustrant. Mais ça, je pense que beaucoup le pro nous amène là-dedans quand même. Beaucoup ce truc de recherche de la performance, de tout le temps en faire plus, toujours plus, ça nous emmène quand même sur ce chemin. Absolument. Je suis 100% d'accord que toute l'industrialisation et tout ça a amené de plus en plus ces visions de performance, de quantité. Je pense qu'il y a un tournant. Je ne sais pas en Europe, mais je crois, en tout cas dans plusieurs pays d'Europe, je sais déjà que c'est le cas et que ce sont des modèles dans la façon de travailler, notamment en Scandinavie, mais reste que c'est très américain, très la performance à l'américaine et tout ça, mais on se rend compte de plus en plus que c'est un leurre. C'est une illusion parce que veut pas, se pousser tout le temps fait juste en sorte qu'on arrive à beaucoup moins au final. Sur le coup, dans le moment présent, on a cette impression d'avancer, mais quand on additionne, quand on regarde à plus long terme, comme tu disais tout à l'heure, je vais arriver au bout du fil d'arrivée complètement épuisé. Ça va me prendre combien de temps me relever de ça, me remettre en action, ça va affecter mon estime de moi-même, ça va affecter ma santé physique aussi, je peux tomber malade. Donc, veut pas, après ça, OK, oui, j'ai réussi à faire un sprint, mais sur l'année, c'est quoi ça a donné, ce sprint-là, finalement? Si ça t'a pris 3, 4, 5, 6 mois pour te remettre en action ensuite, ça n'a rien donné. Donc, ce qui est difficile pour la plupart des humains, c'est d'avoir une vision à un petit peu plus long terme, une vision de prévention. On a tendance à agir et là, après ça, faire « Oups, OK, finalement, j'aurais peut-être dû faire ci, j'aurais peut-être dû faire ça, j'aurais dû aller moins vite. » Parce que, justement, on est conditionné à aller vite, 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 le pilote automatique. Donc, on avance sans trop se poser de questions. Et c'est justement quand il commence à avoir des symptômes, quand ça commence à impacter notre vie, que là, tiens, il faudrait peut-être que je me demande si c'est la bonne chose pour moi. Et c'est ce bout-là de cheminement qui n'est pas assez présent, selon moi, le moment où on commence à se poser des questions. Est-ce que je suis vraiment à la bonne place? Est-ce que c'est vraiment efficace ce que je fais? Est-ce que ça me permet réellement d'atteindre les résultats que je veux? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux finalement? Ouais. Parce qu'il y a ça aussi, on court des fois après quelque chose qu'on ne veut pas vraiment. C'est ça, on court derrière quelque chose en pensant que c'est la bonne chose qu'on doit avoir, qu'on devrait avoir. Finalement, moi, de plus en plus, je réfléchis dans ce sens de est-ce que finalement, ce qu'on veut avoir, ce n'est pas quelque chose qui nous rend heureux? Du coup, si tu souffres ou que tu es dans la peine ou dans le sacrifice pour l'avoir, est-ce que c'est quelque chose qui te rend heureux? Du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu veux vraiment? Tu vois, prendre le problème un peu dans l'autre sens et en tout cas, tu le fais pour qui, en fait? Tu le fais pour qui? Tu le fais pour toi ou tu le fais pour plaire ou tu le fais pour rendre tes parents fiers ou tu le fais pour prouver à quelqu'un que tu es capable? C'est sûr que si ton moteur d'action s'est dirigé vers les autres, c'est sûr qu'éventuellement, ça ne fonctionnera plus. Là. Ouais. Et à l'intérieur de toi, il y a un GPS et ce GPS-là, si tu ne l'écoutes pas, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ce qu'on appelle de l'anxiété. À partir du moment où tu as de l'anxiété, tu as du stress, tu as des craintes et tout ça, et ça monte, bien, commence à te demander si ton GPS intérieur n'est pas en train de te dire « Faites demi-tour aussi vite que possible ». Et là, on ignore, et là, l'anxiété monte, l'anxiété monte. Je suis au milieu de l'autoroute, je ne peux pas faire demi-tour. On arrête la voiture, voilà. Mais au moins aussi rapidement que possible. Donc, OK, c'est vrai, on ne peut peut-être pas arrêter la voiture en plein milieu de l'autoroute, mais on peut décider de prendre la prochaine sortie. Et c'est souvent ça qui est le plus difficile. On se dit, j'ai déjà entamé tel bout de chemin, alors pourquoi m'arrêter? Ben, peut-être parce que tu vas t'éviter au bout de frapper le mur. C'est exactement ça. Mais ça, tu vois, cette notion de, ouais, j'avais 600 km à faire, j'en ai déjà fait 400, je ne vais plus m'arrêter alors que maintenant, il en reste 200. Ça, je trouve que ça pousse les gens à aller au bout d'une connerie, excuse-moi, mais parfois, tu vois, des gens dans une relation, ouais, mais ça fait 4 ans, je ne vais pas tout lâcher maintenant. Bah ouais, mais ça fait 4 ans que tu pleures tous les jours. Si, ça fait déjà 4 ans de trop, tu vois. Mais en fait, le fait qu'ils aient déjà investi du temps, de l'énergie, de l'argent, quitte à foncer dans le mur, ils préfèrent se prendre le mur plutôt que d'arrêter avant puis se le prendre à pleine vitesse, quoi. Absolument. Et ça, c'est l'ego. C'est de l'orgueil. C'est de dire, j'ai pas tout fait ça pour rien. Là. Voilà. Mais la vérité, c'est que... C'était pas pour rien. T'as pas
sais, qu'est-ce que ça va t'apporter de plus te rendre jusqu'au bout versus le laisser aller maintenant? Parce que c'était pas pour rien, il y a eu des apprentissages, il y a eu ci, il y a eu ça. Tu ne fais jamais rien pour rien. Même si tu échoues, même si tu décides d'aller ailleurs, même si tu changes d'idée, tu changes de direction, le chemin que tu as d'accompli jusqu'à maintenant, il n'a jamais été fait pour rien. On ne recule jamais. Exactement. Et cette illusion de dire « Ah, je régresse, je retourne en arrière. » Non! J'ai échoué ou j'ai perdu mon temps. Non! Non! Dans le sens où, même si ce n'est pas toujours facile à réaliser sur le coup, peu importe, tu es toujours un petit peu plus loin dans ton cheminement. Même si tu as l'impression de reculer parce que tu reviens sur tes pas dans certaines décisions, tu es quand même une personne différente. Tu as évolué, tu as cheminé. Et de se donner le droit de changer d'idée sans le percevoir comme si c'était un échec, parce que quand on arrive à s'enlever cette pression-là de dire forcément pour réussir, il faut toujours que j'ai au bout de tout, ben, si le bout, c'est quelque chose de néfaste pour toi, pour moi, ce n'est pas un succès de te rendre au bout. Là. Pour moi, le vrai succès, ça va être de laisser aller, de lâcher prise, d'abandonner, entre guillemets. Et de savoir lâcher prise. Mais je trouve que pour des tempéraments comme les nôtres, moi maintenant, quand j'arrive à OK, ça lâche, ça part. Ça m'étonne moi aussi toujours d'abord parce qu'avant, jamais de la vie, je m'y serais accrochée corps et âme. Et c'est là où vient la fierté. Je me dis, putain, maintenant, je suis capable de faire ça, alors que quelques années en arrière, c'était impossible, tu vois. Mais il y a une belle métaphore là, qui exprime ça. En fait, c'est les singes, pour les capturer, ce qu'ils font, je ne sais plus trop dans quel pays, c'est qu'ils vont mettre des trucs dans des arbres et les singes vont rentrer la main pour l'attraper. Puis ils vont tellement vouloir repartir avec le truc qu'ils vont rester coincés jusqu'à ce que les chasseurs arrivent et finalement qu'ils les capturent. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas capables de relâcher, de laisser tomber ce qu'ils aimeraient attraper pour manger et partir, se sauver. Donc, ils vont, au péril de leur vie, rester accrochés à quelque chose qui n'est pas réaliste parce qu'ils se mettent en danger pour le tenir. Là. Donc, ça, c'est quand même incroyable. Et c'est un peu ce qu'on fait les humains dans tellement de situations, c'est qu'on va continuer de s'accrocher à quelque chose qui ne nous convient pas, qui n'est pas réaliste, parce que c'est l'objet brillant, c'est ça que je veux. Oui, mais tout le reste, ta vie est en danger. C'est exactement ça. Tu l'as ton objet, mais après ça, finalement, tu n'auras plus rien d'autre. Donc, bravo, mais encore. Exactement ça. Et bah, tu vois, j'adore cette métaphore et ça fait clairement la transition pour la question que j'avais après pour toi, qui était, ce serait quoi si tu avais 3 conseils les plus basiques mais les plus précieux à donner, je sais pas moi, à ta meilleure amie ou à une copine, ce serait lesquels? Bon, j'ai trouvé cette question très difficile dans le sens que déjà, il faut en choisir 3 et en plus, il faut qu'il soit court. Donc, je suis allée avec souvent ce que je vais apporter en premier, ce que je vais installer en premier quand j'accompagne les femmes. La première chose, et je pense que n'importe quel être humain a besoin de ça, peu importe que tu sois à risque ou pas de t'épuiser, tout le monde devrait. Tout le monde a intérêt à mettre en place quelque chose comme ça et c'est tout simple. Hein? C'est juste de ralentir pour être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc, moi, j'appelle ça des check-in, donc un petit check-in avec soi-même. T'arrêter ne serait-ce qu'une seule fois, si ce n'est pas possible plus, juste une fois, par exemple, en ouvrant les yeux le matin, et rien faire d'autre que juste écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi. Oser te demander comment est-ce que je vais vraiment, comment est-ce que je me sens, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi présentement, c'est quoi les sensations, les émotions qui montent, c'est quoi les pensées. Écouter notre GPS, justement. Et le point boni, faire une action idéalement en cohérence avec les besoins qui émergent lorsqu'on prend le temps d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ça n'a pas besoin d'être compliqué. Peut-être que le besoin, c'est « Ouf, je me sens vraiment fatiguée ». Ça ne veut pas dire que tu vas pouvoir dire « Je prends congé et je dors toute la journée ». Mais quelle action est-ce que je pourrais peut-être faire pour m'énergiser un peu? Est-ce que ce soir, je peux me coucher un peu plus tôt? Est-ce que je peux… Mais déjà, consciemment, intentionnellement, de poser une action en réponse à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parfois, ça peut être de revoir nos attentes, tout simplement, de réajuster nos rendez-vous dans la journée, oser dire non,
à quelque chose qui n'a pas de sens pour nous, changer d'idée, replanifier, bref, juste une petite action pour être en cohérence avec ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Donc, ça, c'est le premier. Le deuxième, je pense que tu vas être bien d'accord avec ça, mais c'est de se rappeler que c'est OK et normal d'avoir des pensées et des émotions désagréables et que ça ne te définit pas. Amen. Donc, ouais. Mais surtout, quand je dis c'est OK, là, ça veut dire arrêter de vouloir les balayer sous le tapis. Parce que ça s'accumule, hein? Ça s'accumule. Et à un moment donné, ben, le tapis, il va falloir que tu l'adresses, là, parce qu'il va prendre toute la place dans ta maison, puis là, tu ne pourras plus te rendre jusqu'à ton lit. Bref. Donc, ce sont des messages, encore une fois. Ce sont des messages. Et tu remarqueras que je n'ai pas dit négatif, j'ai dit désagréable. Et pour moi, c'est super important. Pourquoi? Parce que une pensée dite négative ou positive peut être utile et elle peut être inutile pour nous aussi. Elle peut être agréable ou elle peut être désagréable. Donc, certains messages dits très positifs peuvent nous faire sentir invalides, peuvent nous faire sentir très, très mal. Donc, ça ne veut pas dire que c'est réellement positif. Alors, je préfère enseigner aux femmes que j'accompagne à plus détecter ce qui est utile pour elles, c'est-à-dire qui leur permet d'avancer vers ce qu'elles veulent versus inutile, donc qui peut-être leur enlève de la confiance ou leur donne moins envie de passer à l'action. Et une bonne façon de diminuer l'impact de ces dites pensées ou émotions désagréables, ben déjà, dans un premier temps, c'est juste d'accepter qu'elles sont là. Ouais. Déjà, juste de se donner le droit de se dire comme c'est OK, j'ai le droit, c'est OK, je suis humaine, je n'ai pas à m'en débarrasser, déjà juste de l'accueillir. Puis ensuite, on peut choisir soit de laisser aller, donc il y a toutes sortes d'entraînements possibles pour décrocher de nos pensées, que ce soit par la méditation, des visualisations, écrire, déchirer, peu importe, de laisser aller la pensée, de choisir de ne pas s'accrocher parce qu'on ne contrôle pas nos pensées. Ça, à partir du moment où on comprend que notre cerveau va toujours continuer de produire des pensées, on ne les contrôle pas, mais on peut contrôler les réactions et les actions qu'on fera suite à cette pensée-là. Donc, est-ce qu'on décide de la laisser aller ou qu'on accroche à cette pensée? Et finalement, on peut aussi choisir de challenger nos pensées. Donc, en se posant différentes questions. Est-ce que il y a d'autres pensées qui me seraient plus utiles en ce moment que celle-ci? Que diraient les gens que j'aime profondément si elle me disait cette pensée? À l'intérieur et moi, je me dis parfois, purée, qu'est-ce que tu ferais de la peine à ta maman si elle pouvait lire dans tes pensées et elle se dirait, mais pourquoi tu te fais autant de mal? C'est vrai que, il y a un exercice que je fais beaucoup avec mes coachés, de leur dire de prendre une photo de quand elles étaient petites et de s'imaginer que toutes les paroles hyper dures et blessantes et sans bienveillance et sans amour du tout qu'elles disent, elles les disent à cette petite fille qui a rien demandé et elle prend tout ça en pleine face et généralement, ça a quand même un effet électrochoc de waouh, Donc, ça marche pas toujours. Personne de me parler comme ça, mais moi, je le fais. Sur le coup, je trouve que ça désamorce vraiment beaucoup. Et puis, il y a aussi le jeu de la vérité, donc d'aller dire trouve 3 preuves, des faits, vraiment là, des faits qui viennent prouver que cette pensée-là est vraie. Alors, de forcer ton cerveau à regarder d'autres options parce que notre cerveau, ce qu'il fait, c'est qu'il cherche continuellement les preuves qui viennent démontrer que nos croyances sont vraies. Donc, si on croit qu'on est nul dans certaines choses, qu'on n'est pas capable d'y arriver, ben veut pas, on va porter attention à tous les éléments qui viennent démontrer que c'est vrai qu'on ne peut pas y arriver. Mais à partir du moment où on se demande, OK, là, je me mets au défi de trouver des preuves du contraire, là, on commence à dire, ah oui, c'est vrai, il y a cette fois-là où j'ai fait ça, puis je m'en suis super bien sortie finalement. Puis des fois, c'est de demander à nos amis, as-tu des preuves que c'est parce que eux, ils ne sont pas coincés dans une vision en tunnel. Hein. Ils sont capables de regarder et de te sortir parfois certaines preuves du contraire. Donc, ça, pour moi, ça a été assez révélateur. C'est quelque chose que j'enseigne au départ. Et finalement, j'ai une méthode que j'appelle simplifie, délègue, élimine. Pour moi, c'est la base. À partir du moment où tu veux commencer à prendre soin de toi, créer de l'espace dans ton horaire, arrêter
de te faire croire que tu n'as pas le temps d'être malade, hein, Mélanie? Donc, de commencer déjà, tu sais, juste à prendre cette montagne de choses que tu crois que tu as à faire, là, et à la passer dans le tordeur. Et le tordeur, c'est simplifier, délègue, élimine. Qu'est-ce que tu peux simplifier? Qu'est-ce que tu peux déléguer? Et qu'est-ce que tu peux carrément éliminer, voire même reporter à plus tard? Parce que souvent, c'est des propres exigences envers toi-même qui font en sorte que tu te mets toutes ces tâches à l'horaire. Et c'est absolument faux de croire que tout ça est obligatoire. Quand on prend vraiment le temps de décortiquer les actions, on se rend compte qu'il y a ça, c'est pas vraiment, j'ai pas besoin d'en faire autant. Pour qui je le fais dans le fond? Est-ce que c'est vraiment utile? Et on peut laisser aller des choses. Ouais. Au niveau du ménage, par exemple. Souvent, on peut en enlever. Là, on peut enlever des couches et tout ça. Puis ça, sincèrement, c'est rapide comme méthode. Et ça peut se faire en couple, ça peut se faire quand il y a un partage de tâches aussi. Ouais. Que les deux personnes font l'exercice et on regarde la perception de chacun par rapport à la quantité de choses qu'il a à faire. Et des fois, dans le délègue, là, des fois, on peut inverser certaines tâches. Parce qu'une tâche qui, pour toi, est désagréable et que tu détestes faire ça, même si c'est une tâche, pour l'autre, si c'est quelque chose de super facile, pour lui, c'est moins souffrant, donc ça lui apparaît comme moins lourd, moins prenant en termes de temps et d'énergie, alors que pour toi, c'est la fin du monde. Ben, des fois, juste d'échanger la tâche avec l'autre personne, on vient retrouver une certaine forme d'équilibre parce que ça apparaît naturellement moins lourd si c'est une tâche qui est moins désagréable pour nous. Oui, c'est vrai. OK, je note. C'est quelque chose que je fais beaucoup avec mes couples et sincèrement, ça donne un beau coup de main parce que c'est pas forcément l'égalité dans les tâches, c'est pas forcément l'égalité en termes de nombre, c'est aussi en termes de charge mentale, en termes d'énergie que ça prend pour faire cette tâche-là. Donc, comme je dis, si c'est une tâche qui est très pénible pour toi, énergétiquement, elle coûte cher, cette tâche-là. Donc, des fois, peut-être que tu peux l'échanger contre 2 tâches, 1 pour 2, ça reste équitable parce que pour l'autre, cette tâche-là, c'est l'équivalent de 2 tâches pour toi qui sont faciles. Donc, c'est de revoir ça aussi en termes de qualité, de ce que ça prend au niveau énergétique, au niveau du temps, au niveau du ressenti aussi, comment tu vis cette chose-là. Et d'avoir cette discussion ouverte avec les autres. Et puis, ça peut être en couple, ça peut être avec les enfants, ça peut être avec des collègues de travail aussi. Peu importe, d'oser nommer ces choses-là aussi, puis parler des émotions qui sont rattachées aux tâches, ça fait une grande différence aussi. Du coup, est-ce que c'est cette méthode que toi, tu mets en place dans ton quotidien? Parce que quand même, on va parler clairement, tu es maman de 2 enfants, tu es la femme d'un mari, tu es une femme à part entière, tu es une chef d'entreprise et une coach qui accompagne des dizaines et des dizaines et des dizaines de femmes. Comment tu fais pour gérer tous les fronts et pour ne pas retomber dans tes vieux travers, justement? Est-ce que c'est ça le secret? Est-ce que c'est cette méthode? En fait, je me fous la paix. C'est vraiment ça mon secret. Ça a été vraiment, vraiment de continuellement me demander comment est-ce que ça peut être plus simple. OK. Vraiment. Donc, oui, le simplifie, délègue, élimine, c'est vraiment omniprésent, les check-ins. Donc, les 3 conseils que j'ai donnés, en fait, pour moi, se foutre la paix, c'est 3 choses principalement. D'abord et avant tout, c'est tout ce qui est autocompassion. Donc, est-ce que je peux me donner plus d'amour? Parce que la vérité, c'est qu'on est notre pire bourreau, on est notre pire critique, c'est nous qui nous mettons continuellement des exigences qui n'en finissent plus. Donc, déjà, quand je sens que ça devient lourd, je me demande, est-ce que je peux me donner plus d'amour? Est-ce que je peux me pardonner? Est-ce que je peux être plus compréhensive envers moi-même, plus empathique par rapport à ce que je vis? Et est-ce que je peux alléger les exigences que je mets? Ça, c'est la première chose. La deuxième, est-ce que ça peut être plus simple? Est-ce qu'il existe un chemin plus simple? Parce que moins, ça peut amener à plus. Ouais. Moins, mais mieux. Oui. Et elle est là toute la différence. Moins, mais mieux. Et j'accompagne des entrepreneurs aussi pour qu'ils apprennent à se foutre la paix dans l'entrepreneuriat. Ouais. Et c'est vraiment ça. Est-ce que tu as vraiment besoin de faire tout ce qu'on te dit que tu devrais faire pour réussir comme entrepreneur? Ou est-ce que le fait de t'aligner, de choisir des actions simples mais puissantes qui font du sens pour toi vont t'amener
encore plus loin en termes de résultats finalement. Ce n'est pas une question de quantité. Et finalement, tout ce qui est écoute de soi. Est-ce que je peux justement me donner ma permission de me réajuster, de changer d'idée, d'être flexible, de faire les choses différemment si c'est ce qui se passe à l'intérieur de moi? Est-ce que je me donne la permission de m'écouter? Et c'est ça, se foutre la paix. Fait que, comme pour réussir à concilier tous ces chapeaux. On n'a pas le choix à un moment donné. On n'a pas le choix. On ne peut pas. On a besoin d'un... On ne peut pas être parfaite. On ne peut pas être parfaite. Et le mieux qu'on fait sera toujours parfait. Et on n'a pas le choix. Si on cherche à être parfaite partout, c'est sûr qu'on finit épuisé. C'est sûr à 100 % parce que ça ne se peut pas. Ça se peut pas. On a toutes 24 heures dans une journée et c'est impossible d'avoir des exigences ultra élevées dans toutes les sphères et les domaines de notre vie. On a forcément besoin d'apprendre à prioriser, de regarder qu'est-ce qui est réellement important pour moi. Et encore, chaque fois que tu ne t'autorises pas à t'écouter, c'est extrêmement épuisant. Faire des actions, aller travailler dans un emploi qui ne te convient pas, que tu n'aimes pas, être entouré de personnes qui ne te respectent pas, ne respectent pas tes limites, ça aussi, c'est épuisant. Donc, plus tu additionnes toutes ces choses-là, plus ça devient extrêmement difficile de te sentir bien avec qui tu es et ce que tu fais. Donc, tout va paraître plus lourd, tout simplement. Ouais. Moi, ce que j'entends beaucoup dans ce que tu dis, c'est un petit peu cette impression de calmer l'agitation, tu vois. C'est comme si tu es là, tu es sur ton chemin et tu es là en train de courir dans tous les sens parce que tu veux chercher le chemin qui va le plus rapide vers là, mais tu dois aussi aller là, etc. On part avec les autres. Voilà. Tu regardes ce que les autres font. OK, elle a fait ça, alors il faudrait que je le fasse moi aussi. Tu tombes dans une espèce de cercle vicieux d'essayer de t'approprier plein de méthodes qui ne font pas de sens pour toi. Donc, pour moi, juste s'auto-observer, devenir l'experte de soi-même, c'est la clé. Ça part de là. Parce que tu vas développer un sens critique aussi quand tu vas voir les choses sur les réseaux sociaux ou quand tu vas regarder une autre personne, mais tu vas développer le sens critique de dire non, c'est pas moi, ça me convient pas. Pourquoi je me mettrais la pression de faire cette chose-là? Tu sais, la vie, ça ne change pas à coup de baguette magique, là. C'est sûr que c'est étourdissant, puis la montagne est là. À coup de baguette magique, ni à coup de baguette tout court. Parce qu'en fait, on pense aussi que sous la pression et sous les coups, on va avoir plus de résultats parce qu'on a été habitué comme ça. Parce que si on n'avait pas une bonne note, on était puni. Parce que si on faisait quelque chose qu'il ne fallait pas, on était puni. Et parce que du coup, on pense que en se mettant, tu vois, les régimes, typiquement, c'est le meilleur exemple. Tu as l'impression que c'est en étant le plus dur, en mangeant rien, en faisant 10 km de run par jour, que c'est là que ça va marcher. Et pourquoi ça ne marcherait pas sur du plus long terme, en juste mangeant un petit peu de tout, mais en régulant les quantités, etc. Tu vois. Et c'est vraiment cette impression de parce qu'elle le fait et qu'elle peut le faire, alors je peux le faire aussi, il n'y a pas de raison. Et enfin, moi, ce que j'entends beaucoup, c'est cette espèce d'agitation. Et du coup, comme tu es agité et que tu cours dans tous les sens, forcément, tu vois flou, tu as le temps de rien voir. Alors que si tu te prends le temps de te dire, OK, stop, là, maintenant, je m'assois, au milieu de ce chemin, rien à foutre, je m'assois, je me calme, je me pose et j'essaye de comprendre ce qui se passe, ce que je veux, qui je suis. Ça passe par une grosse phase d'introspection quand même, une grosse phase de connaissance de soi pour savoir qu'est-ce qui compte, qu'est-ce que j'ai envie qui compte et OK, comment je fais pour aller vers là alors. Plutôt un travail continu. Parce qu'encore là, il y a parfois l'illusion qu'on fait ça une fois, on se pose des questions une fois, puis c'est réglé jusqu'à la fin des temps. Non! Parce qu'on évolue continuellement, donc on doit se redemander continuellement si on vibre dans ce qu'on fait, si on se sent à la bonne place, c'est quoi nos valeurs, ce qu'on veut vraiment. Et oui, la montagne, elle peut avoir l'air très, très haute à escalader, mais on n'arrivera jamais en haut si on ne fait que regarder le sommet parce qu'on va forcément se décourager. Donc oui, s'asseoir au milieu du chemin, se demander c'est quoi la meilleure stratégie pour monter, mais pour moi, c'est surtout d'avancer un mini, petit pas, imparfait à la fois. Il n'y a pas besoin d'être parfait parce que si tu restes assis à te demander quel est donc ce premier pas super parfait qui va m'amener en haut le plus rapidement possible, finalement, tu vas passer des semaines et des semaines assis à te le demander, puis tu n'avanceras pas. Donc, le premier mini pas, même s'il est complètement imparfait, que tu peux faire, sera toujours mieux que de rester assis à te demander qu'est-ce qui se passe puis qu'est-ce que tu peux faire. Donc, c'est d'essayer d'expérimenter.
puis de se réajuster continuellement. Et c'est ça qui est beau. Et pour ça, il faut se donner le droit à l'erreur. Parce que c'est beau de se tromper. C'est en se trompant qu'on devient l'experte de soi-même. Ah non, ça, je ne le fais plus. Oh non, ça ne me convient pas. Oh non, ça, c'est pas pour moi. Oh non. Mais si tu l'as pas essayé, tu ne sais pas. C'est de l'expérience. C'est que de l'expérience, tout ça. Et ça nous fait de l'expérience, alors on les prend. C'est pas facile, mais il faut se laisser, il faut se laisser cette chance d'être un humain parce qu'on ne serait pas où on est aujourd'hui s'il n'y avait pas eu un paquet d'humains qui avaient fait des erreurs avant nous. Exactement. Sincèrement, combien de fois un bébé tombe avant d'être vraiment capable de marcher et de courir et de... À quel moment de notre vie, là, on a arrêté d'endosser le fait qu'on était des humains et qu'on avait le droit de se tromper? C'est le bout qui me manque là, dans l'histoire. Donc, à partir du moment où on commence à réapprendre à avoir du plaisir à se tromper, waouh, on en fait des bouts de chemin là, parce qu'on arrête d'avoir peur d'avancer, on arrête de rester figé devant nos rêves et nos projets, puis on dit « OK, j'essaie », puis au pire, ben, ça sera un autre chemin que je prendrai ou une autre stratégie, mais j'essaie au moins. Trop bien. Trop bien. J'ai pas envie de m'étaler plus parce que tu as donné énormément de conseils. Je t'en demande juste un tout petit dernier pour finir. Si tu avais une phrase ou une citation qui, toi, t'aide au quotidien ou t'a aidé à un moment donné et que tu aimerais nous partager, ce serait laquelle? Alors, ça va être super concret et ça s'applique autant de fois que tu veux à chaque jour. Ça vient un peu avec le petit check-in dont j'ai parlé tantôt et c'est de quoi as-tu besoin ici et maintenant pour te sentir mieux, ne serait-ce que de 1% dans ton corps, dans ton cœur et dans ta tête. Et le 1% est tellement important parce que juste une petite action, tu n'es pas obligé d'aller au spa toutes les fins de semaine pour prendre soin de toi. 1% mieux. C'est déjà mieux que rien du tout. Donc, de quoi as-tu besoin ici et maintenant, tout de suite, pour te sentir mieux, ne serait-ce que de 1% dans ton corps, dans ta tête, dans ton cœur. Et pour moi, ça, juste ça, ça fait toute la différence dans une vie. Voilà. Génial. Trop bien. Et ben, on va se concentrer sur ce 1% alors. Merci beaucoup, Annie, d'être venue ici. C'était trop cool de t'avoir. Merci pour tous ces précieux conseils, pour ton énergie, parce que, ouais, maman, femme et tout, ok, mais quand même, une énergie à revendre. Et ça aussi, on prend. Merci. Ça dépend les jours. Là, je l'ai eu au lever du lit, c'est pour ça qu'on dit ça. Ça m'a fait plaisir. J'aurais bien aimé être avec toi pour vrai parce qu'il fait pas mal plus beau par chez vous, je crois. Mais oui, ça m'a fait énormément plaisir, Mélanie. Et j'espère que ce que j'ai partagé pourra être une petite graine semée qui grandira et qui fera du bien à celles qui l'entendront. Voilà. Je suis convaincue. Merci 1000 fois et tu reviens par ici quand tu veux. Et en attendant, très belle semaine à toutes et à bientôt. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve mardi prochain pour un tout nouvel épisode. En attendant, ne rate aucun conseil en t'abonnant sur Instagram à tu_et_ac_ et en t'inscrivant à ma newsletter hebdomadaire pour passer à l'action pour de vrai et transformer ta vie. Avec tout mon amour, je t'embrasse mon petit love.